transformation, c'est le dernier T, hein, Yannick Jadot en a parlé des 5 T de la tribune, les talents, les territoires, la transmission, les transitions. Et là, on est sur le T de transformation vers un nouveau capitalisme, vers un capitalisme plus responsable. Vont y participer Yannick Jadot, député européen ELV, à qui je propose de me rejoindre, Maud Sarda, qui est la cofondatrice et directrice du label Emmaüs. Bonjour, vous prenez un micro, vous pouvez enlever le masque une fois assis. Bertrand Badré, qui est le fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Fund, c'est un fonds d'investissement. Et enfin Roxane Varza, qui est avec nous, on est chez elle, la directrice de Station F. Merci Roxane de venir conclure cette session avec nous. Prenez chacun son micro, tout va bien. Bien, on est un peu pressé par le temps, on a pris un peu de retard, mais on est quand même content de vous avoir tous les 4. Quand même. Hein, et on a, grâce à Brut, grâce à la tribune, grâce aux réseaux sociaux, même si les jeunes ne les aiment plus tant que ça quand même, ben j'espère qu'ils sont nombreux, on a plus de 30 000 personnes, Jean-Christophe, ou même encore plus, ça monte. 40 000, me dit Jean-Christophe, pas loin, qui sont en train de nous regarder, comme quoi on peut être en virtuel et en physique à Station F. Roxane, on reviendra sur Station F tout à l'heure. Je voudrais commencer tout de suite peut-être à demander à Yannick Jadot, ce que vous avez écouté de ce sondage et vous avez compris de ce sondage, est-ce que effectivement il y a une rupture 2020, le Covid marque une rupture. On a parlé beaucoup de l'accélération de tendance qui était déjà là. Et dans ce sondage sur les jeunes, on le voit bien, l'exigence environnementale est là. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir la concilier avec l'exigence économique qui est encore plus présente? Absolument, absolument. Et c'est la force d'ailleurs de cette nouvelle génération qui, depuis des années maintenant, expérimente d'autres formes de consommation, d'autres formes de production, d'autres formes de partage. L'économie du partage n'a pas de secret pour une bonne partie de la jeune génération, mais c'est toujours compliqué de parler des jeunes en général. Je veux dire, entre un jeune qui est en grande difficulté à Béthune et un jeune qui est à l'ESSEC, à Cergy, ça fait pas exactement, c'est pas les mêmes préoccupations, c'est pas les mêmes priorités, et c'est évidemment pas les mêmes enjeux sociétaux, sociaux, économiques et environnementaux. Alors le décalage entre les générations, il a toujours existé, mais moi ce que je perçois dans ce sondage, c'est quelque chose qui s'est installé depuis un petit moment, qui est évidemment renforcé par la crise du Covid, qui est à la fois, il y a une forme d'optimisme, en tout cas c'est majoritaire à titre individuel, mais il y a un fort pessimisme sur le commun. C'est-à-dire que ce qui devrait être un projet partagé par la société autour des valeurs qui ont été exprimées, la liberté, la solidarité, la protection de l'environnement, la santé, aujourd'hui n'apparaît pas comme un projet porté politiquement par ceux qui gouvernent, et qu'à partir de là, il y a une forme de repli sur une perspective individuelle ou dans un cercle restreint, mais qui n'est plus un projet de société. Et là où il y a un enjeu, me semble-t-il, extraordinaire, c'est de refaire projet de société. Et quand, moi évidemment je défends une perspective écologiste, pourquoi? Parce que aujourd'hui l'écologie, c'est ce qui permet de nouveau de nous projeter à l'échelle globale. L'échelle globale n'est plus cette mondialisation dure du tous contre tous, mais redevient un espace de la communauté humaine s'organisant sur les biens communs que sont le climat, la biodiversité et la solidarité. Ça permet aussi de se projeter à l'échelle des territoires, et c'est sacrément nécessaire quand on est sur le transport, l'alimentation, les services publics, l'économie relocalisée. Tout ça permet de reprendre confiance dans l'espace, au niveau local comme au niveau global, je l'ai dit, mais c'est surtout l'écologie, par rapport à ce que je disais, c'est ce qui permet de réconcilier le particulier avec le collectif. C'est ce qui permet de réconcilier l'individu avec le général. Quand vous faites un éco-geste,
moi, j'entends souvent des gens autour de moi dire « Ah là, c'est bien, je sais pas, je jette plus mon mégot dans la rue, je fais des éco-gestes tous les jours. » Et il y a un sentiment profond à la fois de faire le bien et d'appartenir à une communauté humaine, et je contribue à organiser, sauver cette communauté humaine. Et ça, la réconciliation du particulier et du collectif, c'est extrêmement important. Alors pour finir sur votre question, moi je ne vis pas dans le même monde de ceux qui disent « Oh là là, il faut arbitrer entre l'économie et l'écologie ». Aujourd'hui, la seule économie rationnelle, c'est celle qui prend en compte l'écologie. Je me bats en ce moment au Parlement européen sur la question de la politique agricole commune, c'est-à-dire l'agriculture qui, aujourd'hui, est rationnelle, fournit des revenus décents aux paysans. C'est plutôt l'agriculture qui a intégré l'agroécologie, c'est plutôt l'agriculture bio, c'est l'agriculture des circuits courts, c'est l'agriculture à valeur ajoutée en termes de qualité. Ça n'est pas l'agriculture qui essaye de survivre sur les marchés internationaux à coût de subventions publiques et de pesticides. Celle-là n'est plus rationnelle. Ça n'est plus l'économie, ça. Parlons de la rénovation des logements, on pourrait parler des énergies renouvelables. Quelles sont les énergies qui aujourd'hui sont rationnelles du point de vue économique et créent de l'emploi sur nos territoires? Ce n'est pas le nucléaire. Enfin, je veux dire, je ne doute pas qu'un journal comme La Tribune ne peut pas imaginer qu'une énergie qui coûte extrêmement cher, 100% par l'État, qui a toujours des risques, ne peut pas être une rationalité économique. Et on pourrait multiplier, y compris dans le digital, dans le numérique. Il y a aujourd'hui, dans l'organisation de l'économie, un enjeu essentiel qui est que ce qui est encore à la marge des politiques publiques devienne le cœur des politiques publiques. Et là, il n'y aura plus de débat sur écologie versus économie, économie avant écologie, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est que le projet écologiste est la matrice de la rationalité économique, au-delà du fait qu'elle est évidemment la matrice de la responsabilité sociale. Pour vous arrêter une seconde sur ce sujet justement. Tout à l'heure, Hélène Valade disait si la transition écologique était faite, il n'y aurait plus besoin de directeurs de RSE dans les entreprises où ils seraient devenus les patrons. Alors, je voudrais vous poser la même question. Si on vous écoute, et c'est vrai, les idées écologistes, l'écologie a gagné aujourd'hui dans les idées, la relance est verte, une bonne partie de la relance est verte. Donc, est-ce que vous servez encore à quelque chose? Ou alors, est-ce que vous devez devenir les patrons? Alors ça, on doit devenir les patrons partout. Ça, je suis d'accord. Oui, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez du mal à vous mettre d'accord quand même. Vous savez, on disait autrefois, il y avait la droite la plus bête du monde. Moi, je me pose la question, si on n'a pas les Verts les plus bêtes du monde, ils n'arrivent pas à s'allier. Vous devriez gouverner partout. Écoutez, on progresse. Hein. On a pas mal bossé pour les européennes. On a gagné, il ne vous a pas échappé, un certain nombre de villes. Donc, n'ayez pas cette inquiétude par rapport à notre envie de conquérir le pouvoir. Mais est-ce que tout le monde est écologiste? Oui et non. Ici, oui. Non, mais oui, certainement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je parlais de l'exemple des néonicotinoïdes et des betteraves, on pourrait parler de la question énergétique. Dans le plan de relance, il n'y a pas un euro sur les énergies renouvelables. On fait de l'hydrogène qui peut, si elle est issue des énergies, mais l'hydrogène n'est pas une énergie en tant que telle, c'est un vecteur. Plutôt, on met de l'argent sur le nucléaire. Moi, ce que j'aurais aimé dans ce plan de relance, c'est deux choses. Un, qu'on arrête la détestation de l'État que je voyais tout à l'heure. Moi, je suis sidéré qu'un plan de relance se fasse avec des préfets et des sous-préfets. On sort des jeunes de la préfectorale et ces jeunes de la préfectorale doivent aller voir les maires et aller voir les patrons de région pour leur dire quels sont les projets qui sont bons ou pas bons pour leurs citoyens. On est en train de faire avec le plan de relance qu'on a fait avec ce qu'on fait avec le traitement de la pandémie, moins ça marche avec la verticalité technocratique de l'État, plus on rajoute de la verticalité technocratique de l'État. Ça, c'est une aberration. Moi, j'aurais aimé qu'on donne des chèques verts ou des chèques relance aux régions pour qu'elles investissent dans la relocalisation de l'économie, pour qu'elles investissent avec des conditionnalités sociales, territoriales
environnementale. De la même façon, on a un plan de relance qui ne relance pas, parce qu'il est construit sur un fantasme qui est on va finir par débourser de l'argent, mais on ne sait pas quand, et puis la consommation va fonctionner toute seule. On a, et j'empiète pas sur votre sujet, mais on a un problème d'explosion de la pauvreté, de la précarité dans notre pays. On aurait pu faire comme l'Allemagne, mettre 30 milliards sur les ménages, mais avec une consommation ciblée. Reprenons par exemple les propositions de la Convention citoyenne, des chèques alimentaires, pour que les plus en difficulté parmi nous puissent accéder à une consommation de qualité. C'est aussi leur demande. La rénovation thermique des logements, c'est d'abord un projet social, au-delà d'être un projet d'aménagement du territoire, de création d'emplois d'artisans, cet artisanat 2.0 qui est en train de se développer partout. Et c'est un projet pour le climat. Donc, croyez bien, je conclue là-dessus, qu'on a cette envie d'accéder aux responsabilités, mais ce n'est pas parce que tout le monde se revendique écologiste qu'aujourd'hui tout le monde fait de l'écologie. Parce qu'effectivement, si tout le monde faisait de l'écologie, eh ben, effectivement, on pourrait faire autre chose, on pourrait être journaliste à la Tribune ou travailler dans autre chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas le cas et l'urgence, je finirai là-dessus, il ne suffit pas d'être écologiste, aujourd'hui il faut agir. Et notre seule responsabilité à nous, c'est d'agir. Et pour ça, vous l'avez dit, il faut aussi conquérir les responsabilités. Et partager l'économie. Yannick Jadot, on reviendra vers vous. C'est notre raison d'être, c'est pour ça que je la cite. On est là pour ça. Alors, avec Maud Sarda, que vous citiez, on voudrait parler aussi effectivement de solidarité. La crise a fait aussi émerger un besoin de solidarité. Vous parliez de chèque alimentaire. Il y a des pays qui l'ont fait d'ailleurs. Et on pourrait... Je ne sais pas comment les choses vont tourner, mais on pourrait être amené effectivement à connaître des moments difficiles cet hiver, on le sait. Donc Maud Sarda, vous avez fondé et vous dirigez le label Emmaüs, donc c'est un site de e-commerce en ligne qui est inspiré des idées de l'abbé Pierre, donc son nom. Comment est-ce que vous, de votre poste d'observation, vous avez un entrepôt à Noisy-le-Sec, vous avez défini des règles de fonctionnement éthiques, comment est-ce que vous voyez effectivement les transformations en cours dans la société depuis le Covid? Est-ce que finalement votre utilité, il faudrait beaucoup plus de label Emmaüs? Est-ce que vous allez gagner la partie face à Amazon? Non, c'est pas gagné encore, mais en tout cas vous menez le combat. Oui, ne pas subir, toujours agir, effectivement, c'est la phrase du mouvement Emmaüs. Alors, Label Emmaüs, c'est une coopérative qui existe depuis 4 ans et qui mise sur le e-commerce pour réinsérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi et tout en réemployant des produits d'occasion. Alors on est petit, mais si on existe, c'est que c'est possible. Donc c'est toujours la preuve par l'action. Emmaüs a toujours fonctionné comme ça depuis 70 ans, interpeller, mais aussi agir toujours sur le terrain. Donc concrètement, on a créé une marketplace. C'est vrai, ça ressemble à Amazon. Il y a 1,2 million de produits d'occasion uniquement qui sont référencés. Sauf que ces produits, ils ont tous été mis en ligne par des personnes en insertion, par des compagnons qui sont accueillis dans les centres Emmaüs, par des personnes aussi en insertion dans des ressourceries, chez Envie, dans des centres de la Croix-Rouge, parce qu'on croit à la mutualisation et que notre marketplace, elle est ouverte à toute l'économie sociale et solidaire. Elle est faite pour l'ESS et par l'ESS. C'est une coopérative, donc ça c'est un élément fondamental. Le capitalisme à visage humain, le capitalisme vert, s'il ne se repose pas sur un partage de richesses et de pouvoir, comme on peut trouver dans une coopérative, personnellement j'y crois pas, parce qu'il y aura toujours de lointains actionnaires pour réclamer des dividendes et faire changer le cap de la RSE, par exemple. Donc voilà, on est toutes les parties prenantes au sein de la gouvernance, les vendeurs, les salariés, les acheteurs. Vous pouvez prendre une part de Label Emmaüs si vous voulez, ça coûte 20 €. Alors vous ne gagnerez pas grand-chose, hein, mais vous ferez partie de cette aventure. Ce n'est pas un don non plus. Vous avez une part de la propriété de cette entreprise et vous pouvez venir en assemblée générale, vous pouvez voter les décisions avec tous les sociétaires. Et si un jour on fait de gros bénéfices, ce qu'on espère,
et ben, tous ensemble, on va décider où est-ce qu'on va le réinvestir. Ça sera forcément dans l'outil de travail, il n'y aura pas de dividende, ça c'est sûr, mais on pourra se dire, bon, ben, on va pouvoir financer tel projet de solidarité tous ensemble, on va peut-être baisser la commission que payent les vendeurs, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu cher. On va peut-être pouvoir ouvrir je sais pas, une nouvelle filière sur de nouveaux produits, parce que les acheteurs ont besoin de ça. Donc c'est cette philosophie-là qu'on cherche. On est sur un cercle vertueux de produits d'occasion, personnes en parcours d'insertion formées grâce à cette activité, et gouvernance et richesse partagée, dans un univers qui est ultra concurrentiel. Donc c'est sûr que face à nous, Amazon, c'est l'exemple le plus... Et vous savez, Amazon, Jeff Bezos n'a pas versé de dividendes pendant des années, justement pour devenir Amazon. Et c'est un peu ma question, c'est-à-dire que, comment est-ce que vous pouvez accéder à un marché plus grand demain? Est-ce que c'est un objectif parce qu'il y a justement ce crédit supplémentaire que vous avez qui est d'aider des publics en insertion? Est-ce que vous pouvez faire grandir finalement Label Emmaüs ou le faire fructifier entre guillemets sur le territoire? Alors, on se bat avec des armes qui sont sans commune mesure. En fait, c'est difficile d'imaginer. Ce qui a changé avec la crise, c'est que les gens vont vers le e-commerce quand même beaucoup plus qu'avant. Tout à fait, et vers notre e-commerce aussi, beaucoup. Absolument. Donc, voilà, 2-3 chiffres. Pendant le confinement, nos livres, par exemple, ça a été multiplié par 4, les ventes, tout ce qui est high-tech reconditionné, multiplié par 3. Enfin, ça a été effectivement une très grosse croissance quand les gens ont le temps aussi de chercher des solutions alternatives, et que ces solutions, elles existent. On est un site comme les autres en termes de services, c'est sécurisé. Si on n'est pas content, on est remboursé. On envoie le colis chez vous en point relais. Voilà, moi je crois beaucoup à ces alternatives de consommation qui sont de plus en plus nombreuses. Et l'idée, c'est pas de faire du caritatif. Il faut changer de paradigme et d'image aussi. Il faut dépoussiérer tout ça. On est tout à fait capable de créer de la valeur, de faire des entreprises qui tournent bien, qui sont efficaces, productives, mais qui reposent sur des bases saines en fait. Et les jeunes, ils s'y retrouvent aussi. Pour rebondir sur le sondage, moi, j'ai des jeunes, en tout cas dans mon équipe, qui sont très optimistes, mais effectivement, pas résignés, mais disons qu'ils sont prêts à faire des choix très courageux, aussi contrairement peut-être à ce qui a été dit, mais est-ce qu'ils vont accepter de ne plus prendre l'avion, les jeunes, etc. Non, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont capables de faire des choix beaucoup plus drastiques que les générations... c'est ce que je disais, oui, bien sûr. Que nous. Y compris la mienne, voilà, j'ai 39 ans, ils font des choix que je n'étais pas capable de faire à leur époque. Ils sont prêts, dès la sortie de grandes écoles, à gagner 30-40% de moins que leurs petits copains qui partent en finance, etc. Ils sont végétariens, ils disent qu'ils ne veulent pas d'enfants parce que c'est une catastrophe. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Donc moi, je pense qu'ils sont prêts à faire des sacrifices très importants. S'ils s'y retrouvent en fait, si ça rejoint aussi ce projet collectif qu'il faut construire avec eux. Bien sûr, on espère qu'ils ne renonceront pas à faire des enfants quand même, parce que sinon ils ne seront jamais grands-parents. Peut-être qu'il faut en faire moins, c'est une vraie question aussi qu'on peut se poser. Voilà. Je ne sais dans pas, l'économie de la sobriété, on peut tout imaginer, effectivement. Bertrand Badré, alors bleu comme une orange, on reconnaît un poème d'Éluard, Blue like an orange, Sustainable Capital, ça fait très chic, c'est un fonds d'investissement que vous avez créé, vous avez fait votre carrière dans l'administration, vous avez dirigé la Banque mondiale, et puis comme un haut fonctionnaire qui tout d'un coup gère sa cutie, vous décidez de partir dans l'aventure entrepreneuriale. Vous avez écrit un livre, enfin 2 livres, un Monnaie Oni, Monnaie Honnête, donc c'était Mon ami la finance version Bertrand Badré, traduit dans pas mal de langues, je crois, y compris préfacé par un certain Emmanuel. Et un 2e livre qui sort, qui est sorti cet automne, et qui est la version, j'allais dire, un peu plus grand public. Voulons-nous sérieusement, entre guillemets, entre parenthèses, sérieusement, changer le monde? Est-ce qu'on vit une période révolutionnaire, Bertrand? Est-ce que le capitalisme vit un soubresaut? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je ne sais pas encore. Alors d'abord, merci, c'est la première fois qu'on me dit que le nom Blue Like an Orange est chic. On m'avait qualifié de beaucoup de choses, mais alors chic, là, je le note. Ça, c'est l'avantage de venir à la tribune. Voilà, exactement. Je reviendrai rien que pour les entendre. Non, plus sérieusement, et c'est l'objet de ce livre, tout le monde parle de changer le monde. On a parlé du monde d'après.
Et ça me rappelle en 2015, ça paraît une éternité, en 2015, on a pris toute une série d'engagements collectifs qui, d'une certaine manière, venaient tourner la page de la crise financière. Et j'y ai cru, et c'était l'objet du livre précédent. Ce sont les engagements sur le climat à Paris, ceux qu'on connaît le mieux en France, les engagements plus généraux sur le développement durable à New York, et les engagements sur le financement du développement à Addis Abeba. Et l'ensemble de ces trois engagements constituaient finalement une feuille de route pour une croissance qui soit inclusive, résiliente et durable pour l'ensemble de la planète pour le XXIe siècle. Alors depuis, les États-Unis se sont retirés, sont en train de se retirer des accords climat, on va voir s'ils reviennent, mais ça reste quand même une feuille de route universelle. Ma frustration à l'époque, c'est que derrière ces engagements extrêmement généreux, on n'avait pas bien réfléchi à la manière de les financer. Mais on avait dit, en gros, le marché va suivre, les engagements volontaires, tout le monde va bouger et on va aller dans cette direction. Il y avait les accords de Paris, c'était des engagements individuels des États et la somme de ces engagements, chacun se mettant un peu la pression, elle nous tirait dans la bonne direction. Et on peut dire la même chose sur les engagements des entreprises, des financiers, de la recherche à ce moment-là. Donc on a eu cette espèce d'élan. À l'époque, j'avais travaillé un rapport avec les Nations Unies, avec Marc Carney, à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre, et on avait parlé de révolution silencieuse dans la finance. Et force est de constater, 5 ans plus tard, que c'est un peu moins silencieux, merci la tribune, mais que c'est toujours pas très révolutionnaire. Bertrand, vous écriviez qu'on passait des milliards aux trillions, c'est ça? Et des milliards, il fallait qu'on passe des milliards aux milliers de milliards. Bah là, on l'a fait largement grâce au Covid, hein. On est au dizaines Oui, mais on ne les a de pas milliers de forcément mis au milliards, bon même. endroit. On les a pas forcément mis au bon endroit. Et donc la question sur le changement sérieux qu'on a joué et la question posée sur est-ce que c'est une révolution, on est à la croisée des chemins. Ça peut très bien aller dans la bonne direction, celle dont on parle aujourd'hui, une économie où finalement on prend en compte la question environnementale, on prend en compte la question climatique, on prend en compte la question sociale, la RSE devient centrale dans les entreprises, tout ce dont on discute depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on souhaite plutôt, j'imagine, en ligne et dans la salle aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui sinon, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. On commence à se dire que si la crise dure un peu, le capitalisme en réalité peut devenir beaucoup plus dur, beaucoup plus brutal, et comme l'a dit je crois un ministre, le monde d'après ça peut être le monde d'avant en pire. Alors oui, soyons révolutionnaires, et c'est pour ça que pour moi il y a un travail qu'on n'a pas fait après la crise financière, qu'il faut qu'on attaque aujourd'hui. Et c'était intéressant dans le débat précédent. On ne sera pas sérieux si on ne transforme pas nos normes. Alors je sais que ce n'est pas très drôle, c'est compliqué d'aller à un journal télévisé pour parler de normes comptables, de sujets comme ça, mais tant qu'on ne rentrera pas dans le dur de ce qu'est le capitalisme au quotidien, et j'ai fait ces fonctions financières, en réalité j'ai été présenté comme fonctionnaire, j'ai passé que 4 ans dans la fonction publique, et beaucoup plus de temps dans des entreprises privées. Les normes comptables, la manière dont on rémunère les gens, les normes prudentielles, ce qui s'applique au secteur de la banque et de l'assurance, aux fonds de pension, la manière dont les agences de notation considèrent les entreprises, les obligations fiduciaires de ceux qui gèrent votre argent. Quels sont les critères d'un fonds de pension pour gérer votre argent? Quels sont les critères d'un gestionnaire d'actifs pour gérer votre argent? Tout ça, ça revient à un principe qui a été posé il y a 50 ans par un très grand économiste par ailleurs, Milton Friedman, on parle du prix Nobel d'économie aujourd'hui, dans un article fameux du New York Times en septembre 1970. À l'époque, c'est intéressant, le contexte était General Motors, qui était la plus grande entreprise des États-Unis, pensait élargir son conseil d'administration à 3 personnes représentant ce qu'ils appelaient le public interest, ce qu'on appellerait la société civile aujourd'hui. Et Milton Friedman, grand économiste, futur prix Nobel, dit « ça, c'est pas possible, l'objet de l'entreprise, c'est le profit et uniquement le profit, et donc commencez pas à mélanger les genres ». Et à partir de là, on a construit tout notre système sur ce principe de maximisation du profit, qui est devenu ensuite le capitalisme actionnarial, qui a été un des piliers de ce qui s'est passé dans les années 80, ce qu'on appelait pour les pays émergents le consensus de Washington, etc. Ça a plutôt bien fonctionné au début, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, si on ne substitue pas un autre système à celui-là, on va dans le mur. Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne permet pas de traiter cette question environnementale naturellement. On ne prend pas en compte, dans la maximisation du profit, les dégâts écologiques. Et c'est comme ça. Il ne faut pas blâmer les gens s'ils ne le font pas. Les règles sont comme ça. Donc il faut qu'on soit sérieux. Et être sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir le capot, prendre son tournevis, sa clé de 12 et faire des réglages. Sinon, on va rester dans l'intention, on va rester dans la bonne volonté. On va dire, tiens, c'est formidable, regardons ce que fait Danone, regardons ce que fait LVMH, etc. Mais le jour où les dirigeants changent, ça peut changer. Et on n'est pas à l'abri de ça, surtout quand il y a une crise. Donc pour moi, il y a une urgence, et je pense que l'Europe a une responsabilité particulière, je dis ça aux députés européens, je pense que l'Europe a un message à porter au monde. On est plutôt en avance sur ces sujets-là, ça ne va pas durer très longtemps.
Je crains que les Américains, j'habite à Washington, je crains que les Américains qui ont bien compris que derrière tout ça, il y avait un vrai enjeu de business, vous parliez de Larry Fink et de BlackRock tout à l'heure, soient ceux qui définissent très rapidement quelles sont les normes. On fait un gros travail en En fait, Europe. l'écologie va devenir un business, c'est ça qui va être compliqué. Bien sûr qu'elle va devenir un business. Alors, est-ce que c'est grave? Moi, je crois que c'est en partie grave. grave. Bonne nouvelle. C'est à la fois une bonne nouvelle et en partie, c'est important qu'on ne laisse pas filer tout ça, parce que je n'ai pas forcément envie que ce soit qu'on décide de l'autre côté de l'Atlantique ce qui est bien ou mal. Un peu comme avec les technologies. Comme avec les technologies ou comme avec les normes comptables actuelles. À un moment donné, savoir qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, ça a de la valeur. Et je préférais que l'Europe garde sa place dans ce débat aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on bascule de ce système où et on l'a bien vu dans le Covid, où la maximisation du profit est le principe qui sous-tend absolument tout le fonctionnement de notre économie. Alors, heureusement qu'il y a des nuances comme Emmaüs, etc. Heureusement qu'il y a quand même une certaine diversité. Mais fondamentalement, c'est ça. Un système où on ne disqualifie pas le profit, mais on réorganise le profit en disant le profit n'a de sens que s'il s'inscrit dans la durée et s'il contribue à une utilité. C'est-à-dire que c'est pas je ne profite pas des problèmes du monde, mon profit naît dans les solutions que j'apporte aux problèmes du monde et des habitants. Et donc on renverse, le profit devient un moyen et n'est plus une fin. Mais c'est un bouleversement. Pour boucler sur la finance, alors ça ne durera peut-être pas éternellement, quoique, les taux sont à zéro, la dette publique ne coûte rien, et en plus, les millions, effectivement, enfin les milliards sont devenus des trilliards, puisque les banques centrales, aujourd'hui, acceptent, alors pour une période indéterminée, que l'argent soit gratuit et magique. Ça permet de financer, alors, dans certaines limites, des plans de relance massifs. On attend celui des démocrates aux États-Unis, il sera sans doute très important. Celui de l'Europe, bon, je dirais que ça branle un peu dans le manche, mais ça va finir par s'améliorer, on peut espérer. Est-ce qu'avec la dette publique, on peut régler la dette écologique en 10 ans? Alors, il y a deux sujets. Je vais essayer de ne pas être trop pénible parce que c'est des sujets qui peuvent être un peu techniques. Il y a le sujet de l'endettement public aujourd'hui, et effectivement, je ne dirais pas que c'est gratuit et qu'on le remboursera jamais, mais on a des circonstances. C'est l'impression que ça donne. Non, mais il faut faire attention à la pédagogie, parce qu'il ne faut pas donner cette impression pour toujours. Mais c'est vrai qu'il y a une fenêtre de tir aujourd'hui qui existait déjà avant le Covid. Olivier Blanchard, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avait déjà dit ça assez solennellement aux États-Unis il y a 18 mois. Profitons des circonstances exceptionnelles de taux très bas pour faire les investissements pour transitionner vers cette économie plus durable. Donc ça reste absolument valable et je pense qu'il faut faire ça et il ne faut pas rater cette fenêtre de tir. En revanche, et c'est là qu'il y a un effet pervers, je crois, des taux zéro. On croyait jusqu'à l'année dernière que les taux zéro étaient une anomalie, que ça n'allait pas durer et que ça allait remonter. Maintenant, on comprend que les taux zéro ou même les taux négatifs, ça va durer 10, 15, 20 ans. Alors, ça a les effets positifs qu'on vient de voir, ça a beaucoup d'effets pervers. Le premier, alors j'ai été directeur financier de banque, donc je vois bien comment ça pénalise une banque qui a pour habitude de prendre des dépôts pas très chers et de prêter plus cher et de faire une marge. On va pleurer, Bertrand. Non, mais je n'en suis plus, mais c'est un sujet intéressant pour la stabilité du système. Pour les épargnants, c'est un vrai sujet. Vous êtes un fonds de pension ou un assureur vie, si les obligations vous rapportent zéro, ben, vous ne pouvez pas servir une rémunération. Ou alors il faut prendre du risque. Voilà. Aller chercher du rendement dans l'écologie. Voilà, donc il y a un sujet de risque, ce qui est potentiellement positif, c'est ce que je fais avec mon fonds Blue Like and Orange. Le sujet qu'on mesure mal aujourd'hui, qui pour moi est peut-être potentiellement dévastateur dans la durée, donc effectivement des taux bas aujourd'hui permettent de tenir l'activité. Dans la durée, ça veut dire quoi? Ça veut dire un facteur qui va accroître les inégalités de manière absolument structurante pour les 20 prochaines années. Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà quelque chose, alors je vais donner un exemple, vous avez déjà 1 milliard, ben c'est très facile, la banque vous en prête un deuxième à zéro, ou peu s'en faut. Et avec ce deuxième, vous avez accès à des placements qui vous rapportent beaucoup. Vous pouvez accéder par exemple au private equity. Des bulles. Et donc vous avez un effet. Non, mais vous avez un effet cumulatif. Vous avez déjà de l'argent, vous en avez de plus en plus. De plus en plus. Je ne vais pas dire mécaniquement, mais presque. À l'inverse, vous n'avez rien. Vous partez même avec des dettes parce que vous avez dû payer pour vos études. La capacité, d'abord vos rémunérations vont être un peu écrasées par le poids de la crise, les rémunérations vont beaucoup évoluer, vous allez avoir une capacité d'épargne plus faible, cette épargne sera rémunérée zéro, pour les raisons qu'on disait précédemment, et en revanche les actifs vont valoir de plus en plus cher. Donc vous allez avoir d'un côté ceux qui ont déjà ou qui ont la chance d'hériter et qui vont mécaniquement profiter de la situation, et ceux qui n'ont pas ou n'ont pas la perspective d'avoir, qui vont avoir du mal à épargner, qui vont voir la capacité à avoir s'éloigner de plus en plus. Ça, c'est un problème qu'on ne peut pas, qui est déjà dans les chiffres aujourd'hui, qu'on va voir dans les années qui viennent. Et donc, on a cette crise écologique dont on parle, et on a potentiellement cette tension sociale qu'il faut qu'on résolve. Et ça, on ne le résoudra, je reviens à mon image, qu'en regardant dans le moteur, en faisant un certain nombre de réglages. Sinon, je pense qu'on est parti pour
vraies crises dans les prochaines années. Yannick Jadot, vous voyez un peu opiner, mais je ne sais pas si c'était pour être d'accord, les inégalités sont en train d'étouffer le capitalisme de l'intérieur, c'est une réalité. Sur le fait qu'il faut combattre les inégalités, c'est une Non, évidence. mais là, elle s'aggrave. Ce que décrit Bertrand, Ah ben oui, c'est un mais mécanisme attendez, elle vicieux s'aggrave- du elle capitalisme. Elle ne s'aggrave pas. Ce n'est pas le enfin, capitalisme des origines, c'est le capitalisme financier. oui, mais elle s'aggrave pas parce que les taux sont à zéro. Enfin, je suis désolé, il y a quand même eu des rapports qui viennent de sortir sur la suppression de l'ISF, sur la flat tax, commence à augmenter la rémunération, les moyens, le patrimoine des très très Ah, mais riches. ça, c'est pour la France, mais on Non, parlait Non, au niveau non, non, mais mondial. attendez, Ouais. non, mais attendez. Non, non, Il y, mais- y a un truc. À partir du moment où, si on faisait un plan de On va relance, s'engueuler, on va réussir à Non, faire non, mais s'engueuler attendez, Badré et si on Jadot. faisait, non, mais attendez, aujourd'hui dans notre pays, non, parce qu'à un moment donné, il faut parler des réalités qui sont là. Si aujourd'hui dans notre pays, Action Logement n'était pas simplement un budget neutralisé pour que Bercy puisse piocher dedans pour renflouer le budget, mais que ce soit un budget qui serve au logement social, je pense que ça lutterait efficacement contre les inégalités. Si plutôt que de faire 10 milliards de réduction d'impôts de production, sans discriminer Amazon, dont on parlait tout à l'heure, qui s'est fait beaucoup d'argent pendant le Covid, et les librairies qui sont en ce moment tuées par Amazon, on pourrait aussi, à travers ce plan de relance, favoriser du commerce local, favoriser la relocalisation de l'économie. Moi, j'ai en responsabilité au Parlement européen la taxe carbone aux frontières. Ça peut être un outil extraordinaire pour à la fois réduire notre empreinte carbone et relocaliser de l'économie. Enfin, il y a toute une partie de ces financements publics sur l'éducation, sur l'hôpital, qui sont à l'os, sur un certain nombre de choses qui participent de la réduction des inégalités. Donc, bien sûr, j'entends les effets patrimoine, mais il y a aussi à un moment l'argent public et la fiscalité qui peuvent remettre de l'économie, de la justice sociale dans l'économie, et que ce n'est pas simplement les taux zéro qui font jouer sur... J'ai pas dit que c'était simplement, j'ai dit qu'en revanche c'était une machine qui était extrêmement puissante, déjà partie, et qui va peser dans la durée extrêmement lourd. Parce qu'on utilise mal, parce qu'on Non, utilise c'est pas- très c'est pas très qu'on mal utilise mal, aujourd'hui ça pour le coup c'est le taux universel. zéro, parce qu'on utilise mal Non, aujourd'hui c'est pas une une question capacité d'utiliser. d'emprunt Enfin, peut-être en qui partie. pourrait investir sur des choses Alors, très attendez, rentables. je vais reprendre Pardon. juste... Le point que je voulais Bertrand, faire, pardon, Philippe. répondez, puis j'ai une question pour vous. Voilà. Après, Non, le point que je voulais faire, c'est de dire effectivement, et j'entends ce que dit Yannick Jadot, on est justement parti dans un système où on a accepté que le système économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui crée de l'inégalité, et on dit on va le corriger en aval par la taxation ou en amont par des propositions de revenu minimum, etc. Au lieu de s'intéresser au fonctionnement du système économique proprement dit, qui est exactement le point que je porte. Pas forcément une intervention publique à tout prix pour corriger. On a déjà de la redistribution en France, et de fait, les inégalités ont certes cru, mais pas dans les proportions que je vois aux États-Unis. Donc là aussi, il faut rester. Ce qu'on voit faut quand même aux rester prudent. États-Unis, c'est que les riches, quand même, ont tendance aujourd'hui à s'en foutre et à partir, à craindre la fin du monde dont on parlait tout à l'heure, à s'acheter des îles en Nouvelle-Zélande et à se dire on attend la grande collapsologie. Donc il y a quand même un vrai divorce aujourd'hui entre les très très riches, ceux qui sont Non, les mais- grands gagnants du système que vous décrivez, et rien ne vient aujourd'hui dans la politique. Alors il y a une tentation, il y avait aux États-Unis, on disait ça y est, ils sont en train de devenir socialistes, mais bon, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Non, non, mais encore une fois, c'était intéressant de voir les débats à front renversé aux États-Unis où on parlait de rétablir un impôt sur la fortune, d'augmenter les taux marginaux d'impôt sur les sociétés, etc. Ça, mais il n'a pas gagné la Voilà. primaire. Non, enfin, je veux dire, ça reste dans la mouvance démocrate aujourd'hui. Les thèmes sont ceux-là. Ce que je veux dire par là, c'est que on est vraiment à un moment où il peut y avoir des discussions, on peut débattre des politiques publiques à mener pour corriger ces inégalités, mais je pense que les inégalités sont profondément le résultat du système économique qui a été mis en place depuis un certain temps et sont accélérés par ces taux bas. Les D'accord, taux bas, alors ça on date en de sort- 1980, on ça en fait sort 40 ans comment que ça baisse, et là on se rend compte que ça va durer très très On longtemps. en sort comment, Bertrand, alors de ce système? On le laisse exploser? Non, alors la difficulté de ce système, c'est que moi je continue à croire à l'économie de marché. Je pense que l'économie de marché, c'est quand même ce qu'on a trouvé de mieux pour allouer de la ressource rare sous contrainte. Simplement, il faut gérer les contraintes. Quand on laisse faire, l'économie de marché, c'est comme l'eau, ça suit la ligne de plus grande pente. La maximisation du profit, ça marche extrêmement bien sur tableur Excel. Quelles sont les digues qu'on peut mettre pour encadrer cette eau? D'un côté, il y a un travail normatif, ce que j'appelais tout à l'heure sur les normes comptables, les obligations fiduciaires, etc., ce qu'on attend de la puissance publique. Et de l'autre, et ça c'est une question qui est beaucoup plus difficile pour nous, tous ceux qui nous écoutent, c'est le marché.
On dit beaucoup, on est tous consommateurs, on est tous investisseurs, on est tous travailleurs, on est tous citoyens, on est tous membres d'ONG, de partis politiques, que sais-je encore. Mais est-ce qu'on est sérieux? Et c'est bien la question. C'est la citation que je fais de Tolstoï, qui était très connue, de Guerre et paix à la fin du livre, qui dit « Tout le monde veut changer de monde, enfin tout le monde veut changer de monde, personne ne veut se changer soi-même ». Il faut bien croire que dans un monde où il n'y a pas un maître du monde qui, comme dans les années 70, venu des États-Unis, va dire la nouvelle idéologie c'est ça, Mitterrand résiste 2 ans, puis finalement tout le monde se rallie à ça, aujourd'hui il n'y a pas de maître du monde qui va nous dire ça, personne ne va nous dire. Et donc si nous-mêmes, collectivement, on ne prend pas nos responsabilités, le monde ne changera pas tout seul. Alors, mot de Sarda, parce qu'on ne va pas faire un dialogue que à deux. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Les gens, ils disent on va se réinventer soi-même et on ne change pas le monde. Yannick Jadot, on va laisser Maud Sarda répondre. Peut-être sur ce débat, on a un peu l'impression que si on ne change pas le système, en fait, il y a des gens comme vous qui vont penser le système, PAN-SER, et il y en a, et c'est formidable, il y a plein d'initiatives. On va parler un peu aussi avec Roxane Varza de la Tech for Good, et ici, c'est un peu le lieu, le gimmick de Station F. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement un vice? Vous parliez tout à l'heure de jeunes qui sont prêts à changer, qui sont assez radicaux d'ailleurs, et on voit une montée de cette radicalité. Est-ce qu'on peut continuer à laisser le système tel qu'il est? Vous qui voyez sur le terrain, les inégalités, elles deviennent presque insupportables dans une crise comme celle-là. Oui, alors, elles étaient déjà insupportables. Pardon, elles l'étaient déjà, mais ouais. elles le sont encore plus criantes au sens où le système est en train d'être tendu. Pour boucler sur les jeunes, en tout cas chez Emmaüs, on est particulièrement inquiet pour cette tranche d'âge, parce que c'est celle qu'on voit celle qui se dit sacrifiée de dans plus en sondage. plus dans les bric-à-brac. À la sortie du confinement, vraiment, les espaces de vente ont vu affluer beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. Et voilà, là-dessus, on est très inquiet. On essaie de demander aussi si Gabriel Attal avait été là ce soir. Je lui aurais demandé pourquoi, en fait, on a ce positionnement idéologique de ne pas ouvrir là, aujourd'hui, aussi dans l'urgence, le RSA aux moins de 26 ans. Donc il aurait peut-être répondu on va traiter la question de la jeunesse dans le plan de relance avec les 4 000 € pour l'embauche d'un jeune et puis les 8 000 € pour un alternant, ce à quoi je lui aurais répondu qu'on se parle des jeunes qui sont diplômés en fait. Bon, moi je parle pas de ces jeunes là, ils vont mettre peut-être un petit peu de temps à trouver, mais ils vont trouver, franchement ça. Donc j'aurais parlé de ceux qui en ce moment font la queue pour des tickets au Resto du Cœur, viennent dans les bric-à-brac, ont plus de petits boulots dans la restauration. Enfin, c'est juste le début de la galère. Déjà, c'était une tranche d'âge qui était 2 fois plus précaire que la moyenne. Hein. Et là, on se parle quand même d'un jeune sur 5 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Peut-être quand même se réveiller. Et du coup, le positionnement idéologique sur le RSA, moi, je ne le comprends pas. On a un système, il est là, il est en place, il y a juste à ouvrir l'âge. Voilà, c'est pas non plus le nirvana, 500 € par mois, voilà. Alors, c'est pas pour défendre Gabriel Attal, mais il n'a pas pu venir parce qu'il participait à la réunion, vous savez, qui doit décider de la suite des événements sanitaires. C'était une spéciale dédicace, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont nous regarder 1 minute, voilà, c'est une petite dédicace. Parce qu'on est sur un collectif avec Emmaüs qui, en ce moment, essaie d'obtenir ce genre de choses du gouvernement, et c'est sourd d'oreille, vraiment. C'est vraiment. Pour vous, ce sujet, je pose quand même la question, parce que notre thème, c'est partageons l'économie. Bon, ce sujet du RSA pour les jeunes, ou plus largement ce sujet du revenu universel, est-ce qu'il n'est pas inévitable dans les années qui viennent de le poser? Oui, enfin, c'est évident. Enfin, c'est déjà un débat quand même qui était bien lancé avant cette crise, et il faut qu'on ait un débat de société sain sur cette question. En fait, il faut juste un des reproches qu'on fait à ce débat, c'est que quelque part, c'est une forme de résignation au fait que les inégalités ne vont pas pouvoir être résolues. C'est ce que dit un peu Bertrand Badré, non? Le revenu universel, c'est formidable, mais ça ne fait que penser la crise. Je vois un des endroits où le revenu universel a beaucoup de popularité, c'est la Silicon Valley. Les gens disent, ben voilà, effectivement, on n'y arrive pas, donc c'est ce que propose le patron de Google. Oui, voilà, on donne à chacun. Moi, je suis très mal à l'aise avec cette idée. Il y a plein de gens qui disent que c'est une bonne idée pour des raisons différentes.
Moi, je crois fondamentalement, ça c'est ma culture, à l'intégration par l'activité, par le travail. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur notre modèle économique, pas comme vous le disiez, qu'on se résigne. Et Sauf qu'on quand il n'y a passe à plus de autre boulot, chose. ça ne marche pas. Hein. Donc ça décontracte les gens qui disent laissez l'économie continuer à travailler sur le profit, à maximiser. Et puis s'il y a des gens qui sortent, on trouvera un système et on s'en occupe. Ça peut être de la charité un peu étatique, ou ça peut être effectivement le cynisme de certains dans la Silicon Valley. Aucune de ces raisons ne me convainc. Je crois qu'il faut qu'on retravaille sur un modèle économique qui inclut, notamment par l'activité et le travail. Alors, et que si on se résigne à ne pas le faire, c'est une pente qui va glisser très très vite, et sur laquelle on n'aura bientôt plus de prise. Maud, allez-y. Hein. Oui, alors disons que moi, il n'y a pas de contradiction en fait entre Emmaüs, c'est basé sur le travail. On ne reçoit aucune subvention, ni publique, ni privée. Et depuis 70 ans, on s'autofinance, on accueille des milliers de personnes. Et c'est parce que des gens nous donnent des objets. Donc s'il vous plaît, n'allez pas tout vendre sur le Bon Coin ou Vinted, parce que Emmaüs, depuis 70 ans, c'est grâce à ça qu'on aide des personnes. Et on ne demande d'argent à personne. Donc le travail, pour nous, c'est fondamental. Et même les compagnons, ils refusent le RSA. Donc c'est quand même symboliquement très fort. Ils veulent vivre de leur travail et pas de la charité. Voilà. Sauf que le matelas, quand même, il faut amortir un minimum. Là, on se parle de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, ils démarrent leur vie professionnelle et ils n'ont rien, quoi. Donc quand on a 22 ans et qu'on va faire la queue au Resto du Cœur pendant 2 heures, pardon, est-ce qu'on ne peut pas traiter un peu plus dignement quand même nos jeunes qui sont... l'avenir de notre société. Yannick Jadot, les Verts et le revenu universel, c'est un sujet qui pourrait faire partie d'une plateforme présidentielle. Un précédent candidat. Le RSA et le revenu universel sont deux choses un peu différentes. Non, je parle du revenu universel, ce qu'avait porté Benoît Hamon lors de la précédente présidentielle. Personne n'a envie. Moi, j'ai des gamins qui ont 18 et 21 ans. J'ai évidemment pas envie qu'ils aient le RSA. J'ai envie qu'ils aient une perspective professionnelle, une ambition, une capacité à choisir un travail, un métier dans lequel ils vont s'éclater ou à être en capacité de voyager, de s'engager, qui va donner du sens à leur vie. Donc la question du RSA n'est pas une question d'assistanat ou de choix. C'est évidemment un filet de sécurité pour des gens qui en ont terriblement besoin. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut changer le capitalisme et tout ça, mais à un moment donné, là, on a des gamins ou des jeunes qui sont en grande difficulté, qui n'ont plus de soutien parfois de leurs parents, de tout ça, et qu'on doit absolument aider. Sur le revenu universel, moi je pense que c'est un concept assez extraordinaire pour repenser notre relation au travail. La difficulté, comme vous le dites, c'est que dès qu'on commence à le mettre en pratique, ça devient un minimum vital prôné par les libéraux. Parce qu'à un moment donné, on est sur des chiffres qui vont être, allez, si on commence le revenu universel à 800 €, mais tout le monde dit, oh là là, mais à 800 € on ne vit pas bien. Et c'est vrai que veulent le mettre à 1600 €. Et c'est vrai que dans la Silicon Valley, ils engrangent tellement de milliards. Ils peuvent être écolos d'ailleurs au sens de on va manger bio, on veut un environnement protégé, mais surtout quand ils vont sortir de leur quartier sécurisé, ils n'ont pas envie de se faire égorger. Donc ils considèrent qu'à force de prendre l'ensemble, de ponctionner l'économie, il faut à un moment donné qu'ils soient en sécurité quand ils vont se promener, qu'il n'y ait pas simplement des gens qui crèvent dans la rue. Bon, je suis d'accord avec vous de ce point de vue-là. Mais avoir dans notre système économique, au-delà d'offrir et d'une certaine façon de revaloriser le travail, d'offrir des perspectives de nouveaux métiers, et pas simplement pour les bac plus 12, aussi pour les bac moins 2, pour les bac moins 5. Investir sur ces chantiers, c'est essentiel pour donner une perspective, y compris d'intégration sociale, y compris d'intégration démocratique. Mais parfois, de penser... il y avait un bouquin, le petit bouquin de Jean Viard sur la jeunesse qui est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Pensez que dans ces parcours, parce que le sondage il est fait sur les 18-30 ans, ce qui est intéressant c'est que c'est quand même la séquence où finalement on va être souvent en précarité professionnelle, précarité de logement ou instabilité quand c'est pas de la précarité, pas forcément installé dans un couple et dans une famille, voilà. L'âge s'est reculé à 30 ans en moyenne, et qu'il puisse y avoir
des moments où, grâce à un outil, on puisse s'engager, on puisse avoir des projets culturels à l'étranger ou des projets sportifs, ça me paraît être une bonne idée. Pas simplement que ce soit le minimum vital, parce que ça, il y a d'autres outils, et il faut le mettre en place, mais qu'il puisse y avoir des soutiens à des projets pour des jeunes qui se construisent, ça me paraît être une excellente idée. Roxane Varza, on ne vous a pas encore entendu, mais on est chez vous. En Et effet. dans le creuset de la start-up machine, et j'avais envie, vous avez entendu tout ce qui a été dit. Ici, vous avez vécu cette crise comment à Station F et l'état d'esprit des jeunes, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui sont ici, qui ne sont pas forcément représentatifs de tous les jeunes, mais quand même qui sont une génération, on l'avait appelé avec Jean-Christophe Tortora, on avait appelé ça la génération peur de rien, qui prend des risques, qui veut créer, qui veut changer le monde. Qu'est-ce qui s'est passé à Station F pendant ces Ouais, derniers mois? je voulais juste rebondir sur le fait que je trouve ça fascinant qu'on parle de la Silicon Valley de cette manière. Il y a quelques années, tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était comme la Silicon Valley qu'il fallait faire. Ouais. Aujourd'hui, le la monde veut se discussion barrer, a ouais. complètement changé. Je trouve Il faut ça, dire ça brûle, hein, donc c'est je trouve ça génial en vrai, parce qu'on n'a pas envie d'exporter les mêmes problèmes qu'ils ont là-bas. Et on en a conscience et je trouve ça super. Non, juste pour répondre à la question, comment on a vécu les choses ici, en vrai, la crise était peut-être moins sentie chez les startups et surtout chez les jeunes startups. Et quand je dis jeunes, je ne parle pas de l'âge, je parle de années d'existence d'un projet. Ici, les startups sont en cours de démarrage, très agiles, ont peut-être pu réagir très rapidement et facilement face aux différentes problématiques du confinement ou autres. Donc, ce qu'on a constaté, c'était démarrage d'un projet qui a complètement, entre le jargon de startup, pivoté et qui a trouvé un nouveau marché hyper rapidement. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les startups en même temps. Les startups qui sont plus avancées et qui dépendent beaucoup plus du chiffre d'affaires ont vécu des choses évidemment très différemment. Mais sinon, juste pour revenir un peu sur les chiffres de tout à l'heure, en vrai, ça m'a pas choqué parce que c'est ce qu'on voit déjà à Station F. On voit des gens qui sont optimistes, on voit des gens qui cherchent une liberté. Et on voit des gens qui ont envie d'avoir un impact de plus en plus, qui partent de ça. Et je trouve que ça donne presque une nouvelle forme de l'entrepreneuriat. C'est pas l'entrepreneuriat dont on parlait il y a quelques années où il faut forcément penser chiffres et métriques et que ça. On commence vraiment à penser valeur, innovation responsable et c'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans nos startups à Station F. On a des startups qui, par exemple, vont recycler des matériaux de construction, qui vont créer des tests de sang rapides, qui vont vraiment innover pour des choses dont on a besoin. Et je pense que peut-être des premiers outils numériques, c'était pas forcément, c'était peut-être plus des gadgets qu'autre chose. Et donc, je voulais aussi rebondir sur parfois quand on pense de Station F, on a vraiment un cliché de l'entrepreneur type. En réalité, c'est pas vraiment ça qu'on a ici. Oui, on a beaucoup de jeunes, mais l'âge moyen, c'est autour de 30 ans. On a beaucoup d'entrepreneurs ici qui sont des parents. On a des gens qui viennent vraiment des différents milieux, des différents pays, parfois qui n'ont pas pu exercer le travail qu'ils font ici dans leur pays d'origine. Donc, c'est pas forcément le cliché qu'on a de l'entrepreneur qui a levé des millions et qui va devenir une licorne. Donc, c'est pas l'entrepreneuriat que nous, on souhaite créer forcément à Station F. Ceci dit, on n'est pas contre voir des licornes en France. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était un objectif du président de la République, qu'il y en ait plus, parce qu'il y en a 4-5 là, ça dépend comment on compte. Mais si on pouvait en avoir 20 ou 30, on serait pas malheureux. Et d'ailleurs, on voit quand même, c'est la bonne nouvelle, dans les levées de fonds, on parlait un peu de la finance tout à l'heure, on voit des levées de fonds assez spectaculaires. Donc il y a un côté quand même, comment dirais-je, ça tire tout le monde vers le haut, non? Ça reste le bien du modèle de la Silicon Valley. En quelque sorte, ça attire les gens vers le haut. En même temps, je pense que c'est intéressant ce qu'il a dit tout à l'heure sur le fait que c'est souvent les États-Unis qui créent le modèle ou les normes. Là, pareil, licorne, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui a été repris par d'autres pays. Peut-être aussi, c'est un peu le moment Pour redonner la définition, c'est $1 milliard de valorisation. Exactement. Mais peut-être c'est aussi le moment d'intégrer d'autres critères dans la notion de licorne et dans la notion de succès d'une start-up et d'une entreprise. Mais on l'a vu dans le sondage, et je termine là-dessus avec vous, les jeunes, en fait, le premier critère de réussite n'est certainement pas l'argent, c'est plutôt c'est la famille, bien sûr, c'est d'avoir du temps.
Est-ce que c'est quelque chose, on a vu donc comme la crise a changé, sans doute, ce qu'elle a changé de plus profond, c'est notre rapport à finalement le rapport vie boulot, vie perso. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui dorment à Station F, ou si les gens ont changé un peu d'état d'esprit, mais le télétravail a permis quand même de changer complètement le rapport à l'entreprise, on en parlait, voire même à la société. Les lieux de vie vont changer. On a l'impression que tout ça est un peu bouillonnant dans la société. Ça se voit ici aussi. En effet, ça se voit ici. Ça a changé les façons de travailler. Après la question de est-ce que les gens dorment à Station F? Non, parce qu'on a des logements qu'on propose à nos entrepreneurs. Donc ils peuvent dormir à Donc ils Station F, peuvent mais dormir à côté. à 10 minutes, exactement. Parfois ils dorment, ils font des siestes, mais ils dorment pas la nuit. Non, mais sinon, en vrai, on voit des startups. Enfin, c'était toujours un peu l'esprit startup. C'est on travaille différemment, on travaille de façon flexible. Il y avait toujours des startups qui étaient en remote, ou qui travaillent de la maison, ou qui travaillent dans les horaires complètement pas classiques. Donc, c'est pas des choses qui sont forcément nouvelles. Mais là, on voit de plus en plus de startups qui l'adoptent. Et puis, il y a beaucoup d'effets de mode, je pense, dans ce qu'on voit avec le Covid. Beaucoup de personnes ont commencé à parler de full remote ou entre guillemets la suppression d'un bureau, mais en vrai, ils ne suppriment pas le bureau, ils gardent le bureau, ils donnent la flexibilité. Donc je pense qu'aussi, il y a beaucoup de... ils ont envie de faire entre guillemets du marketing autour de ça, mais en vrai, c'est juste proposer plus de flexibilité. La flexibilité a toujours fait partie de l'entrepreneuriat. Bertrand, sur ce modèle de création de richesse de la Silicon Valley, est-ce qu'il est aujourd'hui effectivement mis en cause? Est-ce qu'il est toujours aussi puissant finalement? Est-ce que c'est un mythe? Ah non, c'est pas un mythe, il reste extrêmement puissant, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Non, ce qui est intéressant, c'est que, et on le voit aujourd'hui, il y a toute une série de procès. On parle d'avoir un procès antitrust Google avec Ils sont devenus pour certains trop puissants. Absolument. Il y a eu ce côté très ambivalent pendant la crise du Covid. Sans eux, la crise du Covid aurait été vraiment beaucoup plus pénible. Et avec eux, c'est quand même compliqué. Il faudrait partager les GAFA, si c'est possible, de les couper. Voilà, donc ça va être intéressant de voir avec un sujet dont on a finalement assez peu parlé. On a parlé de partager l'économie avec une vision très française, qui est d'ailleurs assez symptomatique. De plus en plus, les pays parlent d'eux-mêmes en ce moment. Il ne faut pas perdre cette notion d'universel. Et je vois aux États-Unis cette tension sur la technologie entre la Chine et les États-Unis, qui est pour moi le sujet numéro 1, le sujet numéro 2, le sujet numéro 3 des prochaines années, dont on est pour l'instant assez largement spectateur. J'espère que ça ne va pas durer. Et ça va être intéressant de voir si Biden est élu, de voir je pense qu'il va poursuivre, mais savoir s'il va embrasser l'Europe dans un pacte technologique des gentils face aux Chinois. Enfin, il va y avoir des mouvements sur ces questions très intéressantes et je pense que les institutions comme Station F ou autres vont avoir leur mot à dire. Pour l'instant, l'Amérique aujourd'hui, c'est nous contre la Chine et le reste, vous choisissez votre camp. Et la Silicon Valley, de cette manière, profite de ça. Mais dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas gâcher l'opportunité d'une bonne crise. Non. Bon, c'est vrai qu'on s'en serait bien passé, mais elle est là. C'est quoi l'opportunité de la crise pour l'Europe, justement, face à tout ce contexte? L'opportunité, alors c'est compliqué de dire profiter opportunité quand on a quand même une crise qui laisse de nombreuses victimes derrière elle. On fait attention aux mots qu'on emploie. Mais c'est vrai que j'ai vécu de très près la crise financière de 2008-2010, où finalement on a pensé, comme on disait tout à l'heure, les choses qui n'allaient pas dans le système. On a mis des sparadraps, on a gonflé les ratios des banques. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas du tout changé le système. Et ce système, avec la crise du Covid, de nouveau montre ses faiblesses. On ne serait pas là pour en parler sinon. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'espère qu'on va commencer à traiter ces questions aujourd'hui et pas se retrouver dans 10 ou 15 ans la prochaine crise en disant on va passer des milliers de milliards aux dizaines de milliers de milliards. On rajoute un zéro à chaque crise. Mais en réalité, on ne traite pas la question de fond. Et donc, moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que dans tout ce qu'on fait, les différents plans de relance, les politiques des banques centrales, c'est intéressant de voir la BCE qui réfléchit à sa stratégie. Est-ce qu'on va être une banque qui va être plus verte? C'était un débat qu'on ne pouvait pas avoir il y a 10 ans. Je me souviens d'un débat avec Jean-Claude Trichet qui a beaucoup évolué depuis et qui me disait vert et pourquoi pas bleu ou rouge. Voilà, aujourd'hui, au contraire, il y a cette... Donc on a mis en place toute une série d'outils, on mobilise des sommes dont on n'avait aucune idée. Enfin, je veux dire, on ne sait plus ce que ça représente. Le quantitative easing américain, c'est de 1 à 2 milliards par heure depuis le 15 mars. AG continue. Donc, quitte à mobiliser autant d'argent, je pense qu'il vaut mieux le faire en regardant vers le futur que vers le passé. Et encore une fois, ce n'est pas sûr qu'on va y arriver. Donc, ne ratons pas cette opportunité. Ce serait dommage quand on mobilise toutes ces ressources, toute cette énergie, y compris intellectuelle, qu'on rate la cible.
Yannick Jadot, comme député européen, vous avez observé la réponse quand même de l'Europe à la crise. On a parlé de la monnaie, enfin de la dette avec la BCE, il y a le plan de relance. Est-ce que, de façon plus institutionnelle, ce n'est pas aussi une opportunité pour l'Europe d'aller vers ce mouvement fédéral finalement pour résister ou faire face, que ce soit sur la technologie, que ce soit sur tous les sujets, il va falloir qu'on se mette d'accord ensemble. On a l'opportunité du Brexit, donc c'est peut-être l'occasion d'unir le continent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois il y a plus de fédéralisme. Quand l'Europe décide d'emprunter une dette commune, c'est du fédéralisme, mais c'est pour financer uniquement des plans nationaux, puisque la contrepartie du plan de relance européen, c'est la réduction de tous les programmes européens, et notamment tous les programmes qui regardent vers le futur. C'est Horizon 2020, c'est tout ce qui concerne... Donc il n'y a pas de politique industrielle européenne? Il n'y a toujours pas de politique industrielle européenne. Moi, ça fait 10 ans que je suis au Parlement européen. Ça fait 10 ans que je me bagarre pour dire le vice de construction de l'Union européenne, c'est l'absence de politique industrielle. On a une politique de marché, on a une politique de consommateur, mais nous n'avons pas de politique industrielle. Et on est toujours hésitant. Alors j'espère que, je le disais tout à l'heure, là on a voté au Parlement européen la semaine dernière, à la fois un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 60% d'ici 2030. C'est une très bonne nouvelle, parce qu'on se rapproche quand même de la recommandation scientifique, parce que ça veut dire qu'on va changer l'ensemble du paquet législatif autour du climat, que ce soit les quotas carbone, l'éco-conception des produits, l'efficacité des bâtiments, les énergies renouvelables. Tout ça va être obligé de s'adapter à ce nouvel objectif, parce qu'effectivement, l'Europe, c'est sérieux. Quand elle se fixe 2030, bah après, on décline de manière législative, juridique, normative, ce que ça signifie dans la réalité. Et on a voté contre l'accord du Mercosur, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle pour le Parlement européen et pour l'Europe, je crois. Donc il y a des innovations à travers cette crise, des avancées incontestables du point de vue de l'Union européenne. C'est pas facile, parce que vous le savez, quand on négocie le paquet relance, les Hongrois disent « alors vous touchez pas à mon état de droit, sinon je mets mon veto ». Tout ça est en train de bouger, mais je crois que l'Europe est en train d'avancer. Elle n'avance pas forcément au bon montant en termes d'investissement sur cette transition écologique, sur cette transition agricole, sur la construction d'une politique industrielle. Mais j'ai bon espoir, par exemple, que sur la question numérique, on finira par fermer l'Europe à Huawei. Enfin, moi, la question, c'est pas simplement la Silicon Valley. Je pense qu'effectivement, il y a tout un enjeu autour des GAFAM. Il y a un enjeu autour aussi de l'hégémonie ou l'hégémonisme chinois en matière de nouvelles technologies. Vous le savez, c'est plus simplement l'usine du monde, c'est le centre de recherche du monde, c'est le centre d'innovation du monde, mais c'est aussi une sacrée dictature, et qu'à force de laisser Huawei rentrer, ou les Chinois rentrer dans nos infrastructures en Europe, que ce soit à travers la route de la soie, que ce soit à travers le rachat ici d'une compagnie d'électricité, là d'une infrastructure portuaire, là d'un système d'eau, eh ben, un jour, on ne lèvera même plus le petit doigt pour dire aux Chinois « arrêtez de taper les Ouïghours » ou « arrêtez de réprimer les Hongkongais ». Donc on a un enjeu fédéral autour de toutes ces grandes transitions qui sont majeures, mais c'est un enjeu de valeur. C'est un enjeu de souveraineté économique, c'est un enjeu de souveraineté démocratique, et c'est un enjeu de valeur. On ne peut pas se laisser dominer ni par les Chinois, ni par les Américains. Ça ne veut pas dire qu'on a... les États-Unis sont comme les Chinois du point de vue démocratique et tout ça. Je ne fais absolument pas la confusion. Mais sur des sujets centraux de la transition écologique, du numérique, il faut une vraie souveraineté, et agricole, il faut une vraie souveraineté européenne. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Du tout. Hein, si on prend, je peux encore dire un mot. Là, on va voter la PAC dans quelques jours. La Commission européenne, sous pression de Trump, a rajouté ce qu'on appelle les accords de Blair House, c'est-à-dire qu'en fait, notre incapacité à être souverain du point de vue des protéines végétales. C'est-à-dire qu'on continue à importer pour nos élevages de la protéine végétale des Amériques plutôt que de la faire chez nous. Donc on continue à avoir cette ambiguïté sur notre volonté de fédéralisme et de souveraineté.
Je vois Jean-Christophe Tortora et Valérie Abrial se préparer à venir sur scène pour venir vous féliciter d'abord de ce débat qui a été très riche et très intéressant et vous parler de notre magnifique revue. Je crois qu'on va vous l'offrir en main propre. Alors c'est la conclusion. Restez sur scène. Jean-Christophe et Valérie, hop, si vous voulez nous rejoindre pour la conclusion de ce débat. Merci. Tout d'abord, juste pour conclure, 2 minutes. Tout d'abord, je souhaitais remercier Roxane Barza et toutes les équipes de Station F de nous avoir accueillis. Vous imaginez qu'on avait imaginé ce moment avec beaucoup de public, et puis il a fallu prendre la décision il y a maintenant quelques jours de le faire en petit comité. Mais j'ai une bonne nouvelle, Roxane, parce que nous avons cumulé plus de 80 000 personnes, visiteurs, durant toute cet après-midi. Donc, j'allais dire, on a réuni le Stade de France à Station F. Merci à vous. Merci, merci à nos invités. On a eu de la chance d'avoir quand même des intervenants de grande qualité. Au moins 2 candidats pour 2022 avec Xavier Bertrand et Yannick Jadot. Donc je prends un pari, c'est que l'année prochaine, cher Yannick, on fait le débat. J'espère qu'on aura eu le vaccin, qu'on aura du public démasqué et on aura un débat Xavier Bertrand face à vous à quelques mois des présidentielles. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci en tous les cas aussi à tous nos partenaires, AXA, Bolloré, Citeo, Massif et le groupe Orange qui se sont mobilisés. Merci bien sûr avec Europe 1, Brut, qui se sont mobilisés aussi et que vous êtes si nombreux à nous regarder. Bien sûr, vous pourrez regarder tous ces contenus en replay. Ça nous permettra justement de regarder dans 3 mois, dans 6 mois, si vous aviez raison et si vous aviez fait de bonnes prévisions. Et puis bien sûr, merci à toute la rédaction de la Tribune, son directeur de la rédaction, Philippe Mabille. Merci à Valérie. Et puis on souhaite plein de succès à ce nouveau-né qui sera en kiosque et qui vous a été offert cet après-midi, à ce nouveau-né qui est T et qui, je trouve, incarne bien le monde que l'on vit, c'est-à-dire savoir prendre le temps, ma chère Valérie. Alors, le temps, justement, nous est compté maintenant. Donc, on va le prendre toute l'année, le temps. Je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne lecture, de prendre le temps de lire, de reprendre même le temps de lire, de ralentir. C'est un peu dans l'air du temps. T comme la Tribune et puis comme les 5 T qu'on a évoqués toute l'après-midi avec Philippe qui a animé de main de maître, en tous les cas, ces 3 dernières séquences éditoriales. Voilà, je vous remercie tous, toutes les équipes, tu viens de le faire, les journalistes de la Tribune, j'en ai aperçu quelques-uns qui nous ont rejoints, et puis toutes les équipes en charge du développement. Tout ça est une affaire collaborative. À François Gelbert, toute l'équipe événementielle dans ces conditions, ce n'est pas facile. Voilà. Et à Tatiana, Tamara, Chala, Floriane, et puis également Elodie. Voilà. On a évoqué le faire société, le collaboratif. Plus que jamais, on l'a prouvé cet après-midi et je remercie bien évidemment les invités et Station F de nous avoir accueillis. Merci Roxane. À l'année prochaine, merci à vous.